Mercredi 18 juin 2025, 3 actualités au sommaire de ce numéro de l'Intelligent TV sur l'Intelligent Club. Normalisation des relations Abidjan-Conakry, la société civile en Guinée interpelle le président ivoirien. Élection 2025, Joël Nguessan, cadre du RHDP, accuse les juges et ménage le président Alassane Ouattara. Crise au Moyen-Orient, la Russie et des pays se désolidarisent des États-Unis. Merci de nous rejoindre pour ces quelques 45 minutes d'émission. On se retrouve juste après la pause. Le chef de l'État guinéen, Madine Bouya était ce mardi à Abidjan, où il a vanté devant les dirigeants ivoiriens Alassane Ouattara la stabilité légendaire de la Côte d'Ivoire. Les deux hommes ont animé un point de presse à l'issue de leur échange. On voit cet extrait diffusé par la présidence ivoirienne. L'extrait de la déclaration conjointe entre les deux dirigeants ivoiriens et guinéens à l'issue de leur rencontre à Abidjan au palais présidentiel. Je suis heureux de vous accueillir en Côte d'Ivoire, à Abidjan, à l'occasion de la visite de travail et d'amitié que vous effectuez dans notre pays. La Côte d'Ivoire et la Guinée sont des pays frères et amis. Et je me réjouis des relations séculaires, de coopération et d'amitié qui existent entre nos deux pays depuis de nombreuses années. Nous venons d'avoir un entretien approfondi qui nous a permis d'aborder des sujets d'intérêt commun, notamment les relations économiques bilatérales et la situation sécuritaire dans nos pays et dans la sous-région. Je forme des vœux pour le bon déroulement du processus engagé en Guinée et vous réaffirme la disponibilité de la Côte d'Ivoire à œuvrer au renforcement des relations historiques d'amitié, de fraternité et de coopération entre nos deux pays. Et aussi, je reste disponible pour tout conseil que vous souhaiteriez que nous puissions vous apporter. Bon séjour en Côte d'Ivoire, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Je souhaite vous exprimer ma profonde admiration pour votre parcours exceptionnel à la tête de la Côte d'Ivoire. Votre leadership empreint de sagesse et de vision a transformé votre pays et inspiré de nombreuses nations à travers le continent africain. J'espère sincèrement que cette rencontre marquera le début d'un chapitre prometteur dans les relations entre la République de Guinée et la Côte d'Ivoire. Je vous remercie, M. le Président. Jean-Roger Nguessan, Soro Djabiga, bonsoir. Bonsoir, Adi. Alors, Soro Djabiga, on commence avec vous. Les deux dirigeants ivoiriens et guinéens semblent être déterminés à ouvrir un nouveau chapitre dans les relations bilatérales entre leurs deux pays. Quelle lecture faites-vous justement de ce déplacement en terre ivoirienne de l'actuel dirigeant guinéen qui se prépare dans quelques mois en décembre, d'après le calendrier électoral dévoilé tout récemment dans son pays, la Guinée-Conakry, à organiser des élections présidentielles auxquelles il sera certainement candidat. Il vient en Côte d'Ivoire prendre des conseils auprès de son homologue ivoirien qui lui aussi se prépare à affronter des joutes électorales, du moins si sa candidature venait d'être confirmée. D'abord, merci Adi de me permettre de réagir sur ces différents sujets que nous allons aborder tout à l'heure. J'aimerais d'abord m'apaisantir sur l'image qui nous a été donnée de voir le président Alassane Ouattara aux côtés du chef d'État guinéen en costume. Il est rare de voir ce monsieur en costume, il est tout le temps en tenue militaire. Cela traduit ses dispositions à pacifier la situation en Guinée. Cela traduit ses dispositions effectivement à accéder aux demandes de la CEDEAO qui consiste à organiser des élections et faire revenir l'ordre constitutionnel. C'est déjà une bonne chose de le voir en civil, faire le déplacement depuis son pays jusqu'en Côte d'Ivoire pour venir saluer le président Alassane Ouattara, recueillir ses conseils, son expertise en matière de développement, en matière de construction, tout et tout. Mais vous savez, derrière cette visite, il y a deux enjeux majeurs.
Le premier enjeu d'abord, il est diplomatique, commercial, économique, tout ce qu'on peut imaginer. Le second enjeu, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, la pacification, le processus d'organisation des élections en Guinée. Au niveau économique et financier, il faut dire que les deux pays peuvent s'apporter mutuellement beaucoup de choses. Sur le plan commercial, par exemple, la Côte d'Ivoire et la Guinée, comme je l'ai dit tout à l'heure, peuvent s'apporter beaucoup d'éléments. La Côte d'Ivoire pourrait fournir à la Guinée des produits agricoles transformés, notamment au niveau du cacao, au niveau de la noix de cajou. La Côte d'Ivoire également peut apporter à la Guinée son expertise dans le domaine de la construction, dans le domaine portuaire, tout et tout. Dans le cas de la Guinée, par exemple, la Guinée peut fournir à la Côte d'Ivoire des produits miniers, des produits bruts. Donc je pense qu'au plan économique, les deux pays peuvent s'apporter beaucoup de choses. Au plan militaire, nous savons tous le contexte que nous connaissons dans la sous-région, qui a déjà fortement impacté les trois pays de l'AES, qui est l'émergence du terrorisme dans nos espaces. Il est important que nous menions des actions conjointes pour pouvoir sécuriser nos frontières. Donc voilà, cette visite-là est la bienvenue dans le cadre des actions sécuritaires. Effectivement, la Guinée-Conakry partage une frontière avec le Mali. Avec le Mali. Donc il est très important pour nous, les deux pays, je veux dire, de mener des actions conjointes pour pouvoir sécuriser nos frontières. Donc je pense que... quand même juste souligner à titre de rappel que initialement la Guinée-Conakry était pressentie pour intégrer l'AES avant même le coup d'État au Niger qui a vu l'arrivée au pouvoir du général Tchani. C'était initialement la Guinée-Conakry avant que Doumbouya visiblement se rétracte pour laisser juste les deux premiers putschistes Assimi Goïta du Mali et Ibrahim Traoré du Burkina Faso se recroqueviller sur eux-mêmes avant de mettre avec eux le Nigérien Tchani. Oui, c'est salutaire. Ce que nous souhaitons tous, c'est que tout redevienne normal et que les régimes militaires qui sont à la tête de ces pays puissent disparaître pour donner place à des présidents élus démocratiquement pour que tout fonctionne normalement. Parce qu'il faut le dire, à la tête de ces pays, il y a des militaires, mais ce sont des populations qui sont fortement impactées. Voilà, ces populations n'ont pas demandé à vivre ces situations. Ces populations n'ont pas demandé à vivre une guerre asymétrique qui leur a été imposée par des terroristes venus d'ailleurs et même de leur propre pays. Donc, je pense que, mais il faut noter que la Guinée ne partage pas forcément les mêmes réalités que ces trois pays. Voilà, d'abord la Guinée n'est pas impactée par, peut-être c'est vrai que nous sommes tous menacés par la présence des terroristes, mais la Guinée n'est pas fragilisée, n'est pas impactée par le terrorisme. La Guinée n'a pas d'ouverture sur le Sahel également. Donc il faut dire que ces pays-là, contrairement à la Guinée, partagent un point commun, c'est cette fragilité à la présence des terroristes dans leur espace. Voilà, donc je pense qu'il faut saluer la présence du président guinéen en Côte d'Ivoire, c'est important. Très bien, Jean-Richard Nguesson, il y a également cette tache noire qui vient se greffer sur cette visite. Pendant que Doumbouya est à Abidjan, des OSC guinéennes, donc des mouvements de la société civile en Guinée-Conakry, adressent une lettre ouverte au président Ouattara à l'effet de lui demander de peser de tout son poids sur son jeune frère afin que ce dernier puisse revoir la situation de certains acteurs de la société civile, en l'occurrence Oumar Silla, le coordinateur national du Front pour la défense de la Constitution, le FNDC, et Mamadou Bioba, qui est responsable de la mobilisation de la même organisation. Alors, il est à Abidjan. De l'autre côté, en Guinée-Conakry, les opposants, sinon ceux qui ne s'alignent pas sur sa gouvernance, dénoncent dans le même temps ses méthodes qu'elles estiment être quelque part dictatoriales. Comment est-ce que vous percevez cela? Est-ce que c'est un désaveu cinglant, un lobbying qui peut entacher cette visite-là en termes de retombées pour le pouvoir du général Doumbouya? Avant toute chose, moi je veux saluer sa venue en Côte d'Ivoire et comme Soro l'a dit, c'est quelqu'un qui, depuis son avènement en 2021 à la tête de la Guinée, a su profondément changer son discours. On sait qu'il avait une position plus ou moins intransigeante sur certains points, mais depuis quelques mois, il a évolué dans son discours. Mais malheureusement, comme vous l'avez signifié à l'instant, c'est un pays qui, depuis bien longtemps, depuis des décennies, connaît des violences électorales à répétition. Au-delà de ces différentes violences à répétition, c'est la situation des droits de l'homme même du côté de la Guinée reste une situation assez préoccupante. Il y a des détentions
comme vous l'avez signifié, des détentions arbitraires, il y a des allégations de torture. Par moment, lorsqu'il y a des manifestations, déjà il faut rappeler que les manifestations, il y a une interdiction des manifestations depuis 2022 dans le pays. Par moment, lorsqu'il y a des manifestations, on assiste au fait que l'accès à Internet est restreint. Il y a certains de nos confrères qui ont été notamment arrêtés en Guinée. Ils ont tous les vices que traînent les régimes militaires. Effectivement. Donc, au regard de cette situation, je pense que la sortie de la société civile guinéenne n'est pas forcément une sortie anodine, et puis c'est pas une sortie qu'il faut condamner. On sait plus ou moins le poids politique du président Alassane Ouattara, et ils estiment qu'ils peuvent pourquoi pas interpeller le chef d'État ivoirien en vue de parler notamment à son homologue, et j'espère véritablement que à la sortie de ces différentes rencontres avec les autorités ivoiriennes, j'espère véritablement que à son retour notamment en Guinée, que la situation va nettement s'améliorer, parce que quoi qu'on dise, c'est un pays qui a connu tellement de situations dramatiques. On se rappelle que depuis 1958, sous le régime déjà de Sékou Touré, c'est un pays qui a connu la dictature. Ensuite, Lassana Conté, le pays a connu la dictature. On espérait plus ou moins une certaine démocratie avec l'arrivée de Alpha Condé, mais malheureusement l'homme, lorsqu'il est élu pour la première fois en 2010, ensuite en 2015, malheureusement il décide de tripatouiller une fois de plus la Constitution. Il est élu en 2020, n'empêche qu'il y a un coup d'État quelques mois après. C'est-à-dire que c'est un pays qui a connu tellement de situations assez dramatiques. On espère qu'à l'issue des prochaines élections, le pays va rentrer dans une situation beaucoup plus calme et que le respect du droit de l'homme va primer là-bas. Parce que voir des confrères arrêtés, voir des médias, parce qu'il faut rappeler aussi que de ce côté-là, il y a des télévisions par moment, des chaînes de radio qui sont fermées lorsque ces chaînes de radio-là n'épousent pas forcément la vision des hommes qui sont au pouvoir. Il y a des partis qui sont brimés. Je pense que c'est dommage, mais on espère que ce pays-là est dans une posture, dans une sortie de crise, dans une sortie de cette situation-là. Et on espère que les choses... on espère que cela va évoluer positivement pour cette nation. Mais certainement, toujours est-il que, pour reprendre les termes des auteurs de ce courrier adressé au président ivoirien, ils estiment, ils disent plaider auprès du président Ouattara afin qu'il intercède. Je les cite, auprès de son homologue guinéen, le président de la transition Mamadi Doumbouya, pour obtenir la libération immédiate et sans condition des défenseurs des droits humains et militants de la démocratie qui sont justement arrêtés, dont nous venons de citer les noms, Soro Djabiga, mais aussi il s'adresse à la CEDEAO en tant qu'organisation sous-régionale. À ce niveau, on a l'impression, enfin ce qu'on constate, c'est qu'en Guinée-Conakry, les opposants se tournent vers la CEDEAO. Également en Côte d'Ivoire, les opposants, sinon les adversaires du régime, s'accrochent également à l'espoir CEDEAO. Est-ce que c'est une carte qui est crédible à jouer? Oui, ça dépend de la position dans laquelle on se trouve. Voilà, dans les deux pays que vous avez cités, qui sont la Côte d'Ivoire et la Guinée, on a encore confiance à la CEDEAO parce que on ne traverse pas forcément la même situation, on n'a pas vécu la même situation que les pays de l'AES. Voilà, les choses sont dynamiques d'une position à une autre. Mais je pense que déjà, il faut capitaliser déjà la posture de la Guinée qui veut revenir à l'ordre constitutionnel. Nous avons déjà 4 pays dans la sous-région qui sont dirigés par des régimes militaires. C'est déjà bien de savoir que la Guinée est rentrée dans l'ordre. Et aussi, il faut continuer les efforts, les médiations, afin que les pays de l'AES reviennent aussi. Enfin, au-delà de l'AES, ma question concernait spécifiquement la CEDEAO en tant que référence pour ramener la stabilité, l'ordre démocratique au sein de nos différentes nations. En Côte d'Ivoire, l'opposition se tourne vers la CEDEAO afin qu'elle joue un rôle de médiatrice dans l'imbroglio politico-judiciaire qui a conduit donc à l'élimination juridique de certains candidats clés à la présidentielle d'octobre prochain. Dans le même temps, Guinée-Conakry également, on se tourne vers la même CEDEAO et plus précisément vers le président ivoirien en tant que doyen, pour reprendre les termes indiqués dans le courrier des chefs d'État de la sous-région ouest-africaine. À ce niveau-là, est-ce que la CEDEAO est encore ce partenaire crédible-là sur lequel ceux qui se sentent brimés dans nos systèmes démocratiques peuvent faire confiance?
Oui, je l'ai dit tout à l'heure, je vais le répéter. Vous savez, la confiance qu'on accorde dans la CEDEAO, dans le contexte actuel, dépend de la position dans laquelle on se trouve. Ici, en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara est mal placé pour botter en brèche une instruction ou une recommandation de la CEDEAO. Il fait partie des grands leaders, des grandes têtes de la CEDEAO, des grands acteurs, des décideurs de la CEDEAO. Donc je pense que si la CEDEAO vient vers lui pour demander vraiment de favoriser un dialogue politique afin qu'on puisse pacifier le processus électoral, je ne pense pas que le président Alassane Ouattara puisse refuser, parce que ça serait remettre en cause la crédibilité et la force même de l'institution dont lui-même il lutte au positionnement. Il ne pense pas. Donc je pense que plus précisément en Côte d'Ivoire, il y a encore beaucoup de chances que la CEDEAO puisse influencer des décisions politiques afin de pacifier le processus électoral. En Guinée également, la CEDEAO n'est pas véritablement décriée. Je pense qu'encore là-bas aussi, il y a encore des chances que la CEDEAO puisse véritablement influencer des décisions politiques en vue de favoriser la paix et la cohésion sociale. Donc pour ma part, je pense qu'il y a encore de l'espoir. Absolument. Alors la question de savoir ce que peut faire concrètement le président ivoirien pour satisfaire aux demandes de l'opposition, notamment du FNDC, dont des têtes fortes sont toujours gardées en détention depuis plus d'1 an, selon les indications ici données par les auteurs de la lettre adressée au président ivoirien. Nous avons posé la question à Mamadou Diallo, il est journaliste en Guinée-Conakry. Il est également le patron du site Planète 7.info et il nous donne sa position sur le sujet. Il donne une analyse de ce qu'il pense être pouvoir faire le dirigeant ivoirien dans le sens du retour à la sérénité dans son pays afin de concilier les différentes positions. On va l'écouter dans cet élément audio. Concernant la visite du général Doumbouya à Abidjan, chez son homologue donc de Alassane Ouattara, notamment en ce qui concerne cette demande, voilà, adressée au président Ouattara par la société civile guinéenne élargie à celle ouest-africaine, concernant donc la disparition de certains membres donc du FNDC, mais surtout aussi du journaliste Habib Marouane. Que peut attendre la société civile guinéenne du chef de l'État ivoirien et de la CEDEAO? Je pense que il faut rappeler d'ailleurs que ce n'est pas la première fois que cette société civile élargie à celle africaine, ouest-africaine, passe par la diplomatie pour pousser les autorités de Conakry, les autorités de transition, notamment le président, le général Mamadi Doumbouya, à accéder à leurs demandes, c'est-à-dire de pouvoir libérer ou en tout cas diligenter des enquêtes pour permettre à ce que ces activistes de la société civile guinéenne, à savoir Fonike Mengue, Billoba, mais également du journaliste Habib Marouane qui a aussi disparu depuis maintenant plusieurs mois, pour que voilà, ils retrouvent leur famille, pour qu'on ait une idée sur leur lieu de détention, s'ils sont détenus ou même qu'ils soient libérés. Voilà. Souvenez-vous, lors de la visite du Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko, cette même société civile a utilisé les mêmes moyens, c'est-à-dire voilà, en faisant une demande solennelle, en tout cas au Premier ministre sénégalais pour plaider en leur faveur, en ce qui concerne bien sûr ces disparitions-là. Maintenant, par rapport au président Alassane Ouattara, on sait que c'est la Côte d'Ivoire, de par sa position, c'est un grand pays de la sous-région, mais surtout aussi c'est un pays économiquement qui a son mot à dire. Et il a aussi à sa tête un doyen des chefs d'État de la sous-région. Donc passer aussi par ce monsieur-là, par Alassane Ouattara, pour essayer d'envoyer un message au général Doumbouya en ce qui concerne donc ces activistes-là, je pense que
c'est une bonne idée. L'initiative, elle est salutaire. Même si après, voilà, on sait que les pays, il faut le rappeler, les problèmes internes, généralement, voilà, les présidents ou les acteurs des autres pays ne se mêlent pas. Mais voilà, nous sommes dans une sous-région. Normalement, comme on dit, quand la case de ton voisin brûle, voilà, tu peux intervenir. Jean-Charles, ce n'est donc pas la première fois que ces organisations se tournent vers des médiateurs internationaux. Cette fois, c'est le président ivoirien qui est sollicité. Le confrère vient de le rappeler tout à l'heure dans sa contribution. Est-ce que vous pensez que définitivement, Alassane Ouattara peut constituer un acteur clé dans le rapprochement des différentes positions en Guinée-Conakry? Nous l'espérons, nous l'espérons. Vous savez, la Guinée, comme on l'a dit tantôt, est un pays qui a traversé bien de situations. Et puis, Amnesty International ou encore Human Rights Watch, plusieurs organisations à l'international, des organisations de droits de l'homme ont fustigé bon nombre de situations au niveau de ce pays qui ne se rappellent pas encore des événements du 28 septembre sur la direction de Dadis Camara, une situation qui avait endeuillé tout le pays. En septembre 2009, précisément, au stade de Conakry. Effectivement, c'est un pays qui a traversé bien de situations, donc on espère qu'après le dirigeant guinéen va faire preuve de compréhension et va essayer plus ou moins d'améliorer, pourquoi pas, les conditions de détention qui restent par moment des conditions de détention inhumaines du côté de la Guinée. Et puis il faut dire qu'aussi dans ce pays, la justice par moment est instrumentalisée, comme le disait le confrère à l'instant. Et je pense que à un certain moment, il faut que nos dirigeants apprennent à respecter les droits de l'homme. Moi, je me rappelle d'une intervention du président Doumbouya à sa venue après son coup d'État en 2021. Il disait, et je cite, « Nous n'avons pas besoin de violer la Guinée. Nous avons besoin de lui faire l'amour. » Et quelques années après, on observe malheureusement qu'il ne respecte pas tous ses engagements. Je pense que c'est vrai que c'était un régime militaire, il est confronté à certains défis sécuritaires, mais à côté de cela, il faut respecter la situation des droits de l'homme, il faut respecter les journalistes, il faut respecter la liberté des médias, il faut respecter la liberté de manifestation et il faut respecter l'accès à Internet. Parce que quand tous ces droits-là sont, quand tous ces personnalités de l'opposition ou encore de droits de l'homme sont opprimés, je pense que ça ne donne pas une image assez réluisante, malheureusement, de ce pays qu'on aime bien, ce pays qui, on espère, va sortir de cette situation assez douloureuse. Alors, on reste en Côte d'Ivoire pour parler cette fois de politique intérieure et c'est un cadre du RHDP. En l'occurrence, Joël Nguessan, ancien porte-parole du parti présidentiel, qui sort de sa tanière après un certain moment de silence et qui lâche une bombe inattendue et qui va surprendre plus d'un, Soro Djabiga, parce que là, il fustige clairement ce qu'il qualifie d'exclusion de certains candidats à la présidentielle, dont on parle très souvent sur ce plateau, par les magistrats. Ils mettent en cause directement la responsabilité des juges, des hommes de droit, dans la crise politique qui tente à se dessiner à l'orée de la présidentielle d'octobre prochain. Et, je le cite, il dit ceci: les mêmes causes produisent les mêmes effets. Je reste convaincu que l'exclusion de certains acteurs politiques aboutira à une crise au plan national qui, si l'on y prend garde, sera plus meurtrière. Je le cite toujours, que celle qu'on a connue en 2010-2011. C'est la raison pour laquelle je dénonce toute exclusion. Soro Djabiga commentait sur ces déclarations qui sont assez fortes. Oui, il a été assez dur, mais chez nous en Afrique, on dit que le sage indique la lune, l'imbécile regarde son doigt. Plutôt que de s'attaquer à lui personnellement, on aurait plutôt dû s'intéresser à la quintessence de son propos, à la profondeur de ce qu'il dit, et ça aurait pu nous aider peut-être à désamorcer la bombe qui est en train de venir. Parce que vous savez, en dénonçant l'exclusion de Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam, Charles Blé Goudé et Guillaume Soro du processus électoral, il ne fait pas un simple appel au dialogue. Il ne fait pas un simple appel au dialogue, non. Il dénonce un processus qui est très grave, une exclusion qui est très grave. Et il met en garde en même temps. Il a dit, mon chauffeur, mes gardes de corps ont été tués sous mes yeux. Il se base sur son expérience personnelle.
Il a peur de revivre les mêmes choses. En 2011, lors de la crise post-électorale. En 2011, merci d'avoir situé le contexte. En 2011, lors de la crise post-électorale. Et il lie cette crise-là aux facteurs, aux exclusions que nous voyons aujourd'hui. Il rappelle même les conditions dans lesquelles le président Alassane Ouattara a été fait candidat, dans les conditions dans lesquelles sa candidature a été validée. Donc il lie la crise post-électorale de 2011 aux exclusions. Voilà pourquoi il rappelle. Et il impute cela aux magistrats. Il est sans détour avec eux. Il dit, vous me permettez de lire. Il dit, ce sont certains magistrats qui sont à la base de tous les problèmes que nous avons connus. Ce n'est pas moi qui ai décidé de ne pas délivrer un certificat de nationalité à Tidiane Thiam. Il dénonce ici le retrait du certificat de nationalité à Tidiane Thiam. Enfin, pas le retrait, le retard, voilà. Il dénonce cela. C'est pas normal en tant qu'Ivoirien qui fait un recours, qui dépose une demande de certificat de nationalité et jusque-là, il n'a pas encore obtenu. Juste préciser que sa demande a été effectuée depuis le début du mois de mai 2025. Effectivement, ça fait plus d'un mois que le dossier traîne. Et il ajoute, si demain il y a des troubles, ce seront les magistrats les responsables, pas les hommes politiques. Bon, là, on n'a pas trop compris. Il dédouane les hommes politiques et il fustige les magistrats. Vous savez, nous sommes tous responsables de ce qui est en train de se passer. Soyons courageux jusqu'au bout. Voilà, ne soyons pas courageux de façon partielle. Les magistrats ont leur responsabilité dans ce problème, mais nous savons très bien que la clé de voûte de ce problème, ce sont des décisions politiques, ce sont des volontés politiques. Donc, c'est déjà salutaire ce qu'il fait, et il aurait été bien que chaque homme politique, de par sa position, quelle que soit leur divergence idéologique, soit unis autour d'un idéal qui est la paix. Vous savez, le président Houphouët avait dit en son temps qu'il y a deux éléments qui garantissent le développement dans un pays. Il y a la paix et la pluie. Les deux commencent par P. Donc on les appelle les deux P. Quand nous avons ces deux éléments, le développement est garanti dans un pays. Le président Laurent Gbagbo, par exemple, pendant sa gouvernance, c'est vrai qu'il a eu accès à la pluie, ça c'est du ressort de Dieu, mais il n'a pas eu la paix. Le président Alassane Ouattara, par la grâce de Dieu, il a eu la pluie et il a eu la paix. Mais aujourd'hui, au soir de sa gouvernance, qu'est-ce qu'il nous laisse comme héritage? Qu'est-ce qu'il nous laisse la paix comme héritage? Ce qui est de notre ressort, c'est la paix, c'est l'homme. C'est la façon dont nous œuvrons. C'est ça qui va définir les conditions de paix dans lesquelles nous devons vivre et que nous devons nous côtoyer. Très bien. Alors, Joanne Nguessan, Jean-Richard n'écarte pas complètement la responsabilité des politiques, même si pour lui, Alassane Ouattara n'y est pour rien. Dans la situation que vivent aujourd'hui les Laurent Gbagbo, Cheikh Tidiane Thiam, Soro Guillaume ou encore Charles Blé Goudé. Voilà ce qu'il dit à ce propos. Il estime que certains, je vais le citer encore une fois, c'est vrai que pour certaines personnes au RHDP, ce n'est pas le président Ouattara qui est leur préoccupation. Elles veulent que le président Ouattara soit candidat et qu'il soit réélu. Là, il fait le lien plutôt par rapport à la reconduction du président Ouattara en tant que candidat du RHDP, parce que pour lui, l'idée d'un plan B est toujours envisageable au sein de sa famille politique. Alors, il dit qu'elles le font pour conserver leurs privilèges acquis depuis que le président est au pouvoir. De gros privilèges. Ces personnes ont obtenu de gros marchés et sont multimilliardaires. Ce sont elles qui sont au front pour que le président rempile. C'est pour elles qu'elles ne le font pas pour le président Ouattara. C'est un tout autre sujet, c'est vrai. Mais dans le même temps, c'est quand même lié à la situation des opposants qui sont aujourd'hui exclus de la liste électorale. Clairement, est-ce que cela signifie que pour Joanne Nguessan, l'appareil politique du RHDP est gangréné? Moi, je note que c'est une personnalité qui a une certaine franchise depuis bien longtemps, qui exprime ce qu'il pense. On se rappelle déjà qu'en 2024, il avait fustigé la corruption en Côte d'Ivoire, notamment la corruption au FDFP, au sein du gouvernement. Il avait fustigé certaines entités. Et aujourd'hui, il revient sur les devants de la scène pour exprimer non seulement son point de vue sur la situation sociopolitique de la Côte d'Ivoire, mais en même temps, il fustige la corruption d'un certain nombre de personnalités qui sont au cœur du système. Je pense que son approche pourrait être critiquée par plusieurs personnes parce qu'ils estimeraient qu'il brise, pourquoi pas, cette dynamique. Le parti est dans une sorte de dynamique. On parle du congrès qui aura lieu dans quelques jours. On a observé ça et là, des pré-congrès avec des militants gonflés à bloc, avec tous
cadres du parti au pouvoir qui se sont mobilisés pour notamment mobiliser également les militants, et aujourd'hui il vient comme pour fustiger un certain nombre de cadres. C'est vrai que sa posture est plus ou moins dérangeante, mais n'empêche qu'il dit ce qu'il pense. Et après, je pense il donne déjà sa préférence. Si plan B, il devait avoir au RHDP, il parle du vice-président. Effectivement. Mais il les connaît. Effectivement. Pour lui, qui serait une alternative idéale au président Ouattara. Là où très peu osent parler, il a le mérite, faut le reconnaître, d'exprimer son point de vue. Il rejoint quelque part Évariste Méambli. C'est vrai qu'il a affiché son attachement lorsqu'on lit l'interview. Il a réaffirmé son attachement au président Alassane Ouattara. Qu'il dédouane complètement. Qu'il dédouane complètement, mais il a fustigé un certain nombre de cadres. Je pense qu'il reste dans sa posture de dénonciation. Et puis, je pense qu'il est dans son rôle aussi d'interpeller au regard de son expérience personnelle. Ce rôle à rappeler, je ne vais pas revenir dessus. On sait les difficultés que l'homme a traversées. Mais depuis un bon moment, il est silencieux. Est-ce que certains pourrait dire que c'est quelqu'un de mécontent, qui n'est pas forcément dans les grâces du pouvoir, qui veut exprimer son mécontentement à travers cette sortie de route. N'empêche qu'il a exprimé son sentiment, et j'espère que ce sentiment aussi sera pris en compte, parce que c'est quelqu'un qui a eu le mérite d'être ministre des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, qui était porte-parole du RHDP donc c'est quelqu'un qui a occupé de hautes responsabilités, et lorsqu'il donne son point de vue sur les questions liées à notre pays, il faut respecter ce point de vue là, et puis éventuellement voir comment aussi régler ce problème au niveau aujourd'hui. On a une responsabilité, on a une responsabilité, tous comme il le disait. Il appartient non seulement à nos politiques d'avoir le courage de s'asseoir et de discuter pour qu'on puisse aller à un processus électoral plus paisible. Absolument. Soro Djabega, on va aller un peu plus rapidement cette fois. Est-ce que le président Ouattara, au regard de ce que développe Joël Nguessan, peut être sous l'influence de son entourage? Non, assez rapidement. Non, le président Alassane Ouattara, c'est pas le genre de personne qu'on influence. Voilà. Il analyse froidement la situation, il prend la décision qui lui semble bon. Quoi qu'il ait un cercle restreint de haut cadre du parti qu'il consulte, voilà, pour pouvoir prendre ses décisions. Mais il est responsable de tous ces actes. Pour Joël Nguessan, il y a des gens derrière qui le poussent à vouloir se maintenir, à vouloir se présenter à nouveau. Oui, c'est clair. Voilà pourquoi moi je dirais que son action est une alerte citoyenne et un plaidoyer pour une élection inclusive. En tant que citoyen, vous et moi et n'importe quel Ivoirien peut tenir ce discours-là. S'il est courageux, s'il est vraiment épris de la fibre patriotique et qu'il est un vrai citoyen, il doit s'interroger, il doit s'inquiéter de ce qui est en train d'arriver. Avoir ces 4 grandes figures écartées de la liste électorale, ça, il faut craindre forcément le pire. Je vous disais que pour Joël Nguessan, le fait que le président Ouattara soit perçu comme un potentiel candidat à la prochaine présidentielle, cela est du fait de certains de ses proches, de certains membres de son sérail. Oui, on ne peut qu'analyser ce qu'il dit, mais nous ne sommes pas dans les secrets des dieux pour savoir véritablement. Voilà, il a donné son analyse. Mais moi, je dis. Par ailleurs, il soutient aussi cette candidature. Par ailleurs, ce qu'on retient, c'est qu'il fustige, en même temps, il soutient. Voilà. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure qu'il faut être courageux jusqu'au bout. Voilà, il ne faut pas critiquer à géométrie variable. Quand on dénonce, il faut dénoncer jusqu'au bout. Mais sur la candidature du président Alassane Ouattara, voilà, le président, comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne se laisse pas influencer. C'est vrai qu'il prendra forcément acte de la déclaration de Joël Nguessan, mais à froid, il va analyser la situation pour voir effectivement s'il se sent encore en forme. Il a dit il faut se baser sur ses dits. En début d'année, le président Alassane Ouattara a dit qu'il a encore la force de pouvoir diriger. Voilà, donc je pense pas qu'il soit influencé forcément par ce qu'il a dit. Il attend forcément le bon moment qui lui semble bon personnellement pour pouvoir annoncer ou décliner voilà les appels ça sera sûrement de sa base. Que je joue pas forcément le dimanche prochain, mais au moins le 6 août. Personnellement, je m'apprête à le dire. Personnellement, moi je pense que ça sera le 6 août que le président, bien sûr, qui va situer tous les Ivoiriens. Je reste convaincu, j'ai même rédigé un article de presse là-dessus, je reste convaincu que ça sera pour le 6 août. Quant au début du processus électoral, Jean-Jacques Nguessan, très rapidement pour conclure sur ce chapitre, est-ce que vous pensez que la sortie de Joël Nguessan peut avoir des répercussions
sur l'atmosphère en interne au RHDP? Oui, très rapidement. Forcément, parce que là, il dénonce et fustige le comportement de certains de ses collaborateurs, ou je dirais de ses camarades amis, militants. de ses camarades militants. Et à ce niveau-là, forcément que ça va pas plaire au directoire du RHDP, parce qu'une telle sortie crée du désordre. Je parlais tantôt des pré-congrès qui ont été organisés dans toute la Côte d'Ivoire. On a vu de la mobilisation. Le discours semblait être un discours unique, porté à Alassane Ouattara à la magistrature suprême à l'issue des prochaines élections de 2025. Mais là, le propos qu'il tient, le discours qu'il tient, et il est non seulement des propos qui, non seulement interpelle non seulement l'opinion, mais en même temps il fustige le comportement d'un certain nombre de ses amis. Cela veut dire qu'il y a du laxisme au sein du pouvoir. Si par ailleurs il y a certains de ses camarades du RHDP qui ont des privilèges et qui sont dans une sorte de corruption, je pense que c'est un discours qui va pas forcément faire plaisir à plusieurs personnes. Mais c'est clairement ce qu'il dénonce en même temps. On sort de la Côte d'Ivoire et on va se diriger dans une zone très confligène et qui subit actuellement un conflit qui concentre l'attention de la communauté internationale. On parle bien sûr de la région du Moyen-Orient, avec la guerre ouverte aujourd'hui déclarée entre Israël et l'Iran. Alors depuis environ 4 ou 5 jours, non, depuis 6 jours maintenant, les deux pays sont dans des échanges de tirs incessants, bombardements aériens côté israélien, assassinats ciblés de certaines personnalités militaires et scientifiques du régime iranien, et répliques iraniennes avec des tirs de missiles balistiques et de drones. Tout cela crée une atmosphère de confusion totale dans laquelle se mêlent également d'autres acteurs tels que les États-Unis ou encore la Russie, qui mettent en garde contre les conséquences que pourrait engendrer, bien sûr, l'intervention militaire américaine en appui à Israël, quand on sait que le président Donald Trump ne fait plus mystère de sa volonté d'aider Israël, même s'il dit tout à l'heure ne pas encore avoir pris sa décision, notamment concernant la fameuse installation nucléaire de Fordo, la plus sensible qui se trouverait sur le territoire iranien. Alors, Jean-Richard Nguessan, quand on regarde aujourd'hui l'évolution du conflit au Moyen-Orient depuis quelques jours, est-ce que l'on peut craindre éventuellement des débordements, c'est-à-dire en dehors de ces deux principaux belligérants que sont Israël et le régime des Mollahs? Vous savez, depuis le 7 octobre 2023, la région connaît une certaine instabilité. Et malheureusement, Israël tient à se défendre coûte que coûte au regard de la situation dans la région et au regard même du positionnement de l'Iran. L'Iran a très souvent affiché sa volonté de neutraliser Israël. Constamment d'ailleurs, depuis 46 ans maintenant. Ah oui, et face à cette situation, Israël se donne le devoir de se défendre. Et moi, j'estime pour ma part que cette situation, son règlement interviendra dans la posture qu'aura l'Iran dans les jours à venir. Parce que l'Iran a une volonté manifeste de développer son nucléaire. Et pourtant, Israël reste ferme sur cette question. Israël ne permettra jamais que l'Iran se dote de l'arme nucléaire. Juste noter que l'AIEA, avant le déclenchement des opérations militaires israéliennes, avait indiqué que l'Iran avait atteint un seuil de 60%. Ce qui veut dire qu'il fallait à peine, selon des experts dans le domaine du nucléaire, à peine environ, tout au plus, un mois, sinon 2 semaines, pour que ce taux passe à 90% d'enrichissement, qui est naturellement nécessaire ou qui suffit à monter la bombe nucléaire. Et oui, face à cette situation, le Premier ministre israélien estime qu'il faut qu'il défende le territoire israélien. Parce que c'est vrai qu'il y a eu une négociation très poussée entre les États-Unis et l'Iran sur la question du nucléaire. Mais au-delà de ces négociations, on observe que l'Iran use de subterfuges pour enrichir le nucléaire. Et face à cette situation-là, moi, j'estime que Israël aussi est dans sa responsabilité, Netanyahou est dans sa responsabilité de défendre le territoire israélien. Soro Djabiga, aujourd'hui, Washington tient un discours ouvertement favorable à son allié israélien. Comment est-ce que vous analysez la posture de Donald Trump? C'est une posture à géométrie variable. D'abord, j'aimerais noter que quand c'est une agression qui part de la Russie vers l'Ukraine,
on parle d'une agression. Du côté de l'Ukraine et du côté de la Russie, on parle d'une opération spéciale. Mais quand l'agression vient de l'Iran, on parle d'une guerre préventive. Voilà. Et les grandes puissances... D'Israël, vous vouliez dire? Voilà, d'Israël à Iran, on parle d'une guerre préventive. Voilà. Cette tendance à faire des gymnastiques dans l'appréciation des situations de guerre, ce n'est pas bien. Quand on veut revêtir le positionnement d'un garant de la paix dans le monde entier, il faudrait être constant et il faut faire l'effort d'être crédible dans sa position. Voilà. Aujourd'hui, des grandes nations possèdent la bombe atomique. L'Israël possède la bombe atomique. Mais pourquoi empêcher l'Iran de posséder une bombe atomique? Parce qu'elle manifeste sa volonté d'éradiquer Israël de la surface de la terre. Depuis l'arrivée des Mollahs au pouvoir en 1979, après le renversement du régime des Shahs, le régime fondamentaliste des Mollahs n'a pas fait mystère. Son unique programme politique, sinon géopolitique, c'est l'éradication de ce qu'ils appellent l'entité sioniste. Ils disent même pas l'État hébreu puisqu'ils ne reconnaissent pas d'abord l'existence d'Israël en tant qu'État souverain. Ils parlent d'entité sioniste qu'il faut absolument éradiquer. Et l'Iran a des proxys dans la région, tels que le Hamas, tout récemment, qui vient de s'ajouter à leur liste d'alliés, mais d'abord le Hezbollah, libanais, les Houthis aujourd'hui au Yémen et plus récemment le Hamas. Vous comprenez que quand l'attaque vient de ce groupe-là, c'est quand il parle de ce groupe, il parle du bloc occidental, on trouve des artifices pour pouvoir justifier cela. Mais l'Israël possède la bombe atomique, n'est-ce pas? Pourquoi empêcher un État souverain qui dispose de sa propre technologie nucléaire pour pouvoir fabriquer sa bombe? Pourquoi l'empêcher de disposer d'une bombe? Et à cause de ça, on lui fait une guerre. On ouvre la guerre pour pouvoir l'empêcher de développer sa technologie. Vous reconnaissez au moins avec nous, Soro Djabiga, sur ce plateau que l'Iran, que les Mollahs se sont fixés comme unique objectif géopolitique depuis 46 ans de détruire l'État hébreu. Mais pourquoi vous faites une fixation sur la position de l'Iran alors que les deux pays sont en guerre? C'est normal, c'est un acte qui est normal. l'Iran et l'Israël sont en guerre depuis bien longtemps. Ça ne date pas d'aujourd'hui, non. Mais justement, la guerre a commencé seulement avec les Mollahs. Non, justement, ça ne date pas d'aujourd'hui, mais les deux pays sont en guerre. Quand la guerre en Ukraine a commencé, la Russie n'a jamais voulu que l'Ukraine rentre dans l'OTAN. Et voilà, c'est pour cette raison que la Russie a enclenché la guerre contre l'Ukraine. Aujourd'hui, la Russie se rejeté les offres Aujourd'hui, la Russie se retrouve à faire la guerre contre l'OTAN, contre tout le bloc occidental. Là, on trouve des artifices pour pouvoir se justifier. Et quand il s'agit du camp d'Israël, on trouve des manœuvres pour pouvoir se justifier. Moi, je vais en venir sur le bilan partiel de cette guerre. Au départ, nous avons cru que Israël allait réussir à éradiquer l'Iran de la surface de la terre en quelques heures. Vous aviez cru. Oui, nous avons cru. Avec la propagande qu'on suivait un peu partout sur les médias mainstream. Et l'objectif d'Israël au début de cette guerre, c'était d'empêcher l'Iran de développer son nucléaire. Alors, aujourd'hui, nous sommes à quel niveau? Est-ce que les installations ont été détruites? Est-ce que les deux usines sont bombardées? Oui, l'attente c'est quasiment non, je viens. Elles ont été bombardées. Mais l'armée israélienne n'a pas réussi à détruire ces deux usines de Nathan et de Fordo. L'attente a été quasiment détruite. Non. Ces deux usines sont enfouies respectivement à 45 et 80 mètres de profondeur. Pour pouvoir détruire ces deux usines-là, il faut faire recours à la bombe américaine GBU-57, qui est tant convoitée aujourd'hui par l'Israël. Voilà. Mais l'Amérique n'a pas encore consenti à lui fournir cela. Parce que pour pouvoir, et non seulement pour pouvoir utiliser cette bombe-là, pour détruire ces deux usines, il faut avoir encore l'expertise nucléaire. Non seulement on va lui donner la bombe, mais il faut encore que l'Amérique elle-même... l'appareil, il faut avoir l'appareil, je suis d'accord, mais il n'est pas encore avéré que l'Israël a l'expertise qu'il faut pour manipuler l'appareil. Donc le président américain aujourd'hui est dans l'impasse, il ne s'est pas encore décidé s'il faut ou pas donner cette arme-là. Donald Trump, pour le citer, avant de peut-être passer la parole à Jean Richard pour avancer un peu là-dessus, il dit « Je veux une victoire totale, pas un cessez-le-feu ». Très clairement, voilà ce qu'il déclare. Il veut une victoire totale d'Israël, certainement sous-entendu. Voilà les grandes puissances qui prennent parti quand ça les arrange. La Russie, on a très peu de temps malheureusement, mais j'en assez rapidement. La Russie qui se propose d'abord en médiatrice
entre les deux parties. La Russie qui est alliée militaire de l'Iran. Il faut le rappeler. Et l'Iran qui aide la Russie dans sa guerre d'agression contre l'Ukraine. Voilà, c'est une agression. Vous comprenez maintenant la rhétorique, non? Depuis 2022, la Russie. Mais quand c'est l'Israël qui attaque, là, on dit c'est une guerre préventive. Permettez qu'on avance. Vous comprenez un peu? C'est pas la même chose du tout. C'est pas la même chose. J'en viens. Okay. La Russie qui a comme allié pour agresser l'Ukraine, l'Iran, la Corée du Nord, la Chine et d'autres États qui font partie donc du bloc de l'Est, comme on peut l'identifier ici géopolitiquement. Mais aujourd'hui, la Russie qui met en garde contre les conséquences que cela pourrait avoir au cas où Washington décidait. Oui, le Pakistan également qui a mis en garde aussi. Lancer dans une guerre, le Pakistan ne s'est pas engagé à défendre l'Iran. Oui, le Pakistan. C'est pas vrai. Le Pakistan a mis en garde aussi. Contre les conséquences. Oui, contre les conséquences, justement, contre les conséquences. Ouais, donc c'est une mise en garde. Non, attention, la mise en garde, faut bien comprendre. Là, on parle des conséquences. Ça veut dire que pour la stabilité intérieure de l'Iran, on a vu le cas de l'Irak. Ce que ça a engendré la chute de Saddam Hussein. D'autres pays mettaient en garde les Américains. Je dis, si vous y allez, si vous détruisez le régime Hussein de l'intérieur, il risque d'avoir des conséquences graves. Alors aujourd'hui, la Russie se pose en quelque sorte en médiatrice. Elle soutient l'Iran, même si militairement, c'est un peu compliqué pour Moscou aujourd'hui, qui est déjà empêtré dans un conflit en Ukraine. Contre l'OTAN. Qu'est-ce que la Russie concrètement peut faire aujourd'hui pour soutenir son allié? Vous savez, il est difficile de comprendre la posture de la Russie aujourd'hui quand on connaît l'action que ce pays-là mène du côté de l'Ukraine. Depuis 2014. Et puis on connaît le positionnement aussi de Poutine, cette vision qu'il a de la région. On sait depuis plusieurs décennies qu'il soutient l'Iran, il a soutenu les pays tels que la Syrie, il a soutenu plusieurs pays dans la région, des pays qui avaient une volonté... La Syrie alliée de Téhéran. Et plusieurs pays qui ont cette volonté-là d'éliminer Israël. Donc Israël, dans cette posture-là, ne va jamais accepter... Il faut dire aussi que la Russie, même avant Poutine, la Russie a toujours été l'allié des coalitions anti-israéliennes en 48, en 56, en 67, en 73 également, et dans toutes les autres conflits qui ont émaillé la région. Et ce conflit a plus de 70 ans aujourd'hui. On connaît depuis plusieurs décennies le positionnement de la Russie. Et aujourd'hui, même en octobre 2023, juste à titre de rappel encore, lorsqu'il y a eu le massacre la position de la Russie est restée la Russie n'a jamais condamné ce massacre jusqu'à aujourd'hui. Donc, au regard de cette situation, la posture de la Russie semble être une posture assez illisible. Antisioniste peut-être? Ah oui, antisioniste, parce que la Russie quelqu'un qui se propose en médiateur, vous dites qu'il est antisioniste. La Russie très souvent a fustigé. Mais un Donald Trump qui propose de s'impliquer dans le conflit, là on trouve des artifices pour pouvoir justifier ça. La Russie a soutenu les adversaires ou encore les ennemis d'Israël. Non, pas très souvent, constamment. Et aujourd'hui, se positionner en médiateur, c'est en quelque sorte une farce. Vous avez voulu que la Russie prenne officiellement partie dans ce conflit-là. Mais que la Russie donne des armes à l'Iran pour pouvoir attaquer Israël. La Russie cherche à faire, elle ne peut même pas, parce qu'elle-même, les armes avec lesquelles elle bombarde l'Ukraine lui viennent de l'Iran. C'est que la Russie n'a même pas suffisamment d'armes pour affaiblir l'Iran. La Russie n'a pas suffisamment d'armes. Ce que vous dites est trop grave. Je suis très calme. En situation, je viens. 30 secondes. On sait tous que les bombardements qui pleuvent sur l'Ukraine, les drones qui sont tirés sont essentiellement des drones Shahed iraniens. C'est un fait. C'est même pas un débat, c'est un fait. Les drones sont des drones Shahed iraniens. La Russie a eu besoin aussi de l'appui de Corée. On n'en parle même pas. La Chine intervient, tout le monde intervient. En situation de guerre, 2 minutes. Je vais intervenir. Je vous conseille de me laisser parler parce que je vais intervenir. Non, mais en 30 secondes, en situation de guerre, bénéficier du soutien d'un allié ou d'un partenaire ne veut pas dire qu'on est pauvre en ressources, ne veut pas dire qu'on est à court de ressources. Non, ça ne veut pas dire cela. Mais c'est très important, l'alliance stratégique en situation de guerre est très importante. Il est important que chaque pays qui mène une guerre ait des alliés. Comme ce que l'Ukraine fait. Voilà, ça ne veut pas dire que la Russie est à court d'équipement ou d'armement, non. Mais il faut reconnaître aussi la puissance des drones et des missiles iraniens. Nous sommes tous conscients que l'espace aérien israélien est assez surveillé. Donc comment faire pour pouvoir avoir accès au territoire israélien, notamment Téhéran? Ils surchargent l'espace aérien avec leurs drones. Le Hamas l'a fait précédemment. Oui,
Et quand l'espace aérien est saturé, ils arrivent maintenant à lancer des missiles. Sur plus de 400 missiles qui ont été lancés depuis ces 6 derniers jours-là, peut-être il y a une vingtaine ou une cinquantaine qui a pu avoir accès. 400 missiles, 1000 drones et seulement 20 qui a eu accès au territoire. Nous avons vu les dégâts matériels, les pertes en vie humaine, malheureusement. Une guerre n'est pas encouragée. Dans les deux côtés, il ne faut pas encourager une guerre. Voilà. Absolument. Georges Aguestan, votre revue de presse en 1 minute. Vous n'avez pas beaucoup de temps aujourd'hui grâce à Sourou Djabiga. Oui, mais vous m'avez pas laissé parler. On va faire assez rapidement en ouvrant cette revue de presse avec l'intelligent d'Abidjan qui revient à sa une sur la visite du chef d'État guinéen en Côte d'Ivoire et reprend les propos tenus par Mamadou Doumbouya qui dit, et je cite, « Vous pouvez compter sur moi, je veux aussi compter sur vous ». Et puis le président Alassane Ouattara qui reprend « Apaisement en Guinée pour des élections sereines ». Comme en Côte d'Ivoire. Et puis, question orale hier sur le foncier à la demande du PPACI du côté de l'Assemblée nationale. Bruno Koné était face aux députés en toute transparence, nous fait savoir également l'intelligent d'Abidjan. Et puis, la coopération Côte d'Ivoire-Guinée est à la une de notre quotidien gouvernemental Fraternité Matin. Ces projets qui vont renforcer l'axe Yamoussoukro Conakry. Le jour plus revient également sur la visite de travail à Abidjan. Le président de la Guinée à Alassane Ouattara hier. Votre leadership a transformé votre pays et inspiré de nombreuses nations. Le patriote revient également sur cette visite. Le général Mamadi Doumbouya reçu par le président Ouattara. Votre pays est un modèle de progrès, de stabilité et de vision pour l'Afrique. L'avenir revient sur les litiges fonciers en Côte d'Ivoire. Bruno Koné fait la lumière sur l'affaire Comé. Cette actualité est également à la une du quotidien d'Abidjan. Bruno Koné révèle les causes de la crise foncière hier face aux députés de la nation. Et puis l'essor revient également sur cette actualité. Séance de questions orales avec débat et le journal titre la masterclass de Bruno Koné devant les députés. Et puis le nouveau réveil parle de la sortie de Joël Nguessan, l'ex-porte-parole du RHDP, exclut les gens, c'est créer le lit de l'injustice. L'Inter, le Kansoro réagit à l'appel de Gbagbo. Les membres de la CAPSI harmonisent leur position. Et puis Soir Info revient sur un drame, un fait divers à Yopougon. Une fillette de 11 ans, enceinte de plusieurs mois. L'auteur présumé est en fuite. Et puis terminons par Super Sport mondial des clubs 2025, le premier test du Real de Madrid. Et puis Mercato estival, la bataille a commencé pour l'attaquant ivoirien Evan Nguessan. Merci Jean-Richard Nguessan. Sourou Djabiga, vos cartons, on les garde pour demain? Non, mais certainement, non, malheureusement. On n'a vraiment pas le temps. Mais je vous le promets, demain, en début d'émission, on peut ouvrir avec vos cartons pour que après vous ayez vraiment le temps. Mais là, vous êtes trop défendu aujourd'hui. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. On va se dire au revoir et puis on se retrouve demain. C'est tout pour l'Intelligent Club de ce mercredi. Et très bonne suite de soirée à vous sur les programmes de l'Intelligent TV.